cette année, c'est le prix du premier roman. C'était extraordinairement impressionnant. On dirait presque l'œuvre d'un vieux routard. C'est un vrai roman noir, dans le sens où c'est un roman, quand même, grosso modo, de critique sociale, ce qui est l'apanage du roman noir. C'est-à-dire où les histoires de flics ne sont pas présentes, le côté terrifiant du thriller, un peu, mais pas pour les raisons généralement présentes dans ce qu'on appelle le thriller, le roman criminel. Et donc, le roman noir a une pratique depuis toujours, c'est de sortir le plus possible du milieu urbain et de se plonger dans des coins qu'on connaît moins. Et là, ce sont les Vosges. Il faut dire assez sinistre. Et c'est sinistre dans le sens de la sinistrose. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sinistrose ambiante qui est due énormément à des phénomènes sociaux, et notamment là, à la fermeture probable et presque effective d'usine, avec une entreprise, avec les personnes qui ont travaillé dans cette entreprise. Et c'est un roman choral. Plusieurs personnages prennent la parole d'une certaine manière à tour de rôle, mais où il y a quand même des personnages qui surnagent, dont une inspectrice du travail, voilà, et qui est quelqu'un de relativement humain. Et puis, le portrait d'un syndicaliste, enfin de quelqu'un qui entraîne un peu le monde des syndicalistes et qui, face à... J'en dirai pas plus, hein, parce que qui, face au drame qui se joue, elle va peut-être pas prendre les bons chemins pour réagir et s'en sortir. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier d'être là et puis d'avoir choisi mon bouquin. Ça me flatte beaucoup. Déjà, quand on envoie un manuscrit, moi c'était mon premier, déjà d'être publié, c'est une première élection parmi tous les millions de manuscrits qui sont envoyés chaque année. Déjà d'être retenu par une maison, c'est déjà bien. Et puis ensuite, voilà, il y a les prix qui permettent de sortir de la nasse, de distinguer un peu des livres et puis de leur permettre de rencontrer des lecteurs. Donc moi je suis ravi de ça. En plus, si les lecteurs les lisent plusieurs fois, font vraiment le travail d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Quoique ça ne veuille rien dire, parce que j'ai fait une intervention dans une maison d'arrêt récemment, et donc c'était très intimidant, c'était la première fois, dans un univers très glauque, avec des gens qui étaient en prison. Et puis à un moment, il y a un type au fond qui se lève et qui me dit « Votre livre, je l'ai détesté. Je l'ai lu 2 fois, j'ai détesté. » Là, on va demander aux gens qui l'ont lu une ou plusieurs fois, mais je sais que les jurys... Quand on a donc fait la première sélection, qui était donc de retenir 6 romans, ont lu les 6 romans, et pratiquement tout le monde a relu, quand on est arrivé à la sélection de 3 livres, a relu 1 ou 2 ou 3, mais notamment les autres. Je connais très bien les Vosges, et en fait j'ai trouvé que vous faisiez des descriptions avec amour. Je me suis demandé si le fait que vous arriviez à décrire ces paysages et ces personnages avec autant de précision et de justesse, est-ce que vous étiez originaire de là-bas? Alors ouais, moi je suis né à Épinal, et j'y ai passé les 18 premières années de ma vie. Longtemps j'ai écrit des choses, je pense, qui étaient moins réussies, parce que je parlais de choses que je connaissais beaucoup moins. Et là vraiment, je me suis dit... voilà, j'avais quitté ma province, j'étais monté à Paris. Et j'essayais d'écrire des histoires qui se passaient dans des appartements à moulures, des affaires de cœur. Et ça marchait pas très bien. Et je me servais d'écriture finalement pour mettre de la distance avec mon milieu d'origine. Et là, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, je vais retourner là d'où je viens et puis je vais raconter ces gens que je connais, ces paysages que je connais. C'est là où j'ai grandi. Et qu'on le veuille ou non, là où on grandit, c'est les paysages qui vous marquent, que vous avez dans la peau, à la lettre, quoi. Des fois, je sens l'odeur du froid, un feu de cheminée, l'humidité, et ça me ramène 30 ans en arrière. Et l'une des tentatives du bouquin, c'était de rendre un climat
Alors pas seulement l'hiver, mais même si l'hiver est un personnage du bouquin, mais aussi un climat, c'est un ensemble de choses, c'est des sensations, c'est des personnages, c'est des accents, c'est des postures physiques. Essayer de faire passer ça, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être des paysans, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent, j'avais envie d'avoir qu'ils aient cette sensation de « Ah mais oui, c'est ça ». Moi j'aime bien quand je lis un bouquin qu'on se dit « Ah mais c'est exactement ça ». Quand un auteur il met des mots sur des choses qu'on n'arrive pas à formuler soi-même. Oui, alors moi je vous ai rencontré l'année dernière, j'ai discuté avec vous, j'ai acheté votre... parce que vous étiez originaire du Pinal, vous exposiez, on a discuté. Vous êtes jeune, par rapport à moi, et la description des instances représentatives du personnel, moi indépendamment de mes activités professionnelles, j'étais militante, je faisais partie des instances représentatives du personnel. J'ai été étonnée de trouver à quel point vous aviez rapporté et appréhendé toutes les tactiques et stratégies. Je voulais vous demander comment vous avez approché, quelle est votre expérience, parce que c'est très fin, une façon de trouver l'article du Code du travail qui vous permet de déclarer qu'il y a un vice de forme pour faire sauter une organisation pour la reporter. Donc c'est ça ma question. Et ma deuxième question, c'est la guerre d'Algérie. Vous avez parlé de la guerre d'Algérie, d'accord? Martel, pardon. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, il y a un déterminisme entre entre ce que sont devenues ces personnes, de cette famille, et ce lien qu'il y a entre Martel, enfin pas Martel, l'autre, voilà, c'est ça. Ce sont mes deux interrogations. Alors sur comment ça marche les comités d'entreprise, les syndicats, etc. En fait, à un moment dans ma vie, quand j'étais à Paris, j'essayais de percer, de devenir scénariste. Voilà. Et ça marchait pas du tout, donc j'avais grand faim. Et je cherchais un job alimentaire qui soit plus ou moins lié avec l'écriture. Je me suis retrouvé à faire des procès-verbaux de réunion. Chacun tient son emploi, il y a la direction d'un côté, pragmatique, efficace, et puis de l'autre côté, les syndicats qui, selon leur couleur, ont aussi leurs emplois. Le CGT jusqu'aux butistes, la CFDT, réformiste et qui essayent de conclure des accords. L'UNSA qui est jamais là, des trucs comme ça. J'ai assisté à des dizaines et des dizaines et des dizaines de réunions comme ça. Puis alors là, j'avais toute la matière parce que je prenais tout en notes. J'étais d'ailleurs assommant. Et c'est comme ça aussi qu'en 2008, j'ai assisté à plein de plans sociaux. Et les sièges sociaux des boîtes sont souvent à Paris, mais là, je suis allé en région. Donc je me suis retrouvé dans le Nord-Pas-de-Calais, dans des coins comme ça, à avoir des usines qui fermaient. Et là, c'était puissant, quoi. Il y avait des ouvriers qui défendaient leur job ou qui essayaient de partir avec l'enveloppe la plus épaisse possible, et les directions qui essayaient de les foutre dehors. Et ce qui est intéressant à ces moments-là, c'est que chacun a ses raisons. Et que dans sa démarche, chacun est totalement rationnel et légitime. Et je crois que c'est ce que j'ai essayé de rendre dans le bouquin, quoi, que c'est pas des méchants patrons contre les gentils ouvriers. Hein. Chacun a des raisons. Et après, c'est au lecteur de se déterminer et de choisir son camp s'il le souhaite. Mais moi, je pense le moins possible et j'essaie de donner de la pensée, quoi, de restituer ce qui se passait là. Donc voilà, c'est du vécu, effectivement. Après, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire sur l'Algérie. Oui, au début du livre, on parle de Pierre et de activistes. Et ensuite, on parle de son épouse, de sa fille, de son petit-fils. Oui. Alors, c'est le lien que je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il y a un lien d'abord? Je suppose que oui. Cette première partie en Algérie, elle a plusieurs vocations. Déjà, je voulais commencer un peu, vous savez, c'est comme comme les films d'action à Hollywood, on commence par des explosions, comme ça on accroche le spectateur, et puis après on peut lui faire passer les idées. Oui, voilà, ça commence pied au plancher avec ces exécuteurs de l'OAS, c'est des histoires vraies, hein, ça c'est des choses qui se sont produites. Le bouquin, il parle d'un truc, c'est la fin de la classe ouvrière. Voilà. On pourrait le résumer comme ça. Alors, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde dans un bled, etc. Et la fin de ce monde-là, elle se traduit par des conséquences politiques aussi. Moi, j'en viens de ce monde-là, donc je peux en parler en connaissance de cause. Et notamment, le racisme, les faits et tous ces machins-là.
Et je pense qu'il y a un fil qui n'est pas de, comment dire, de cause à effet immédiate, mais en tout cas qu'il y a une généalogie et un lien, ça c'est sûr, entre ce qui s'est passé en Algérie et la détestation des étrangers aujourd'hui. Et je voulais le placer comme ça, mais sans mettre des coups de stabilo en disant ça s'est passé comme ça parce que c'était comme ça, mais c'est un fil ténu de haine de l'Afrique du Nord qui court comme ça dans ces classes populaires, où Martel lui-même en est héritier parce qu'il a eu de la famille qui était militaire, Palestro, tout ça, c'est l'histoire qu'on se profile, et aussi du vocabulaire je suis vachement frappé quand dans certains milieux comme ça, il y a toujours des conversations un peu ahurissantes qui se terminent. Alors, les Arabes, il y en a des biens, mais alors les Algériens. Et c'est pas anodin, et ça vient pas de nulle part, et c'est bien de là-bas que ça s'est passé, quoi. Donc il y a aussi ce truc-là dont je voulais parler, mais sans en faire des caisses, quoi. Parce que c'était violent quand même, moi, quand j'ai lu ce premier chapitre, j'ai connu l'OAS. Pourquoi avoir voulu commencer par ces violences extrêmes-là, cette détestation que j'ai eue, moi, que j'ai vécue à un moment donné. Racisme extrême. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est... Des crimes. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir le personnage de Pierre Duruy, Oui. qui, en fonction des battements de l'histoire, se retrouve du bon ou du mauvais côté. Ce personnage-là, il contribue à libérer la France avec le général Leclerc. À un moment, c'est dit dans le bouquin. Puis, pour les mêmes raisons de défense de son pays, en fait, il se devient un exécuteur de l'OAS. Et puis, plus tard, à un moment de la crise, dans ce qui va se passer dans le bouquin, il contribue à sauver une jeune fille. Voilà, je pense que les bons, les méchants, c'est pas des statuts définitifs. Tout dépend des circonstances et de la manière dont on se place à un moment donné de l'histoire. Et ce qui est intéressant aussi dans la guerre d'Algérie, c'est que c'est des gens comme tout le monde qui étaient nés là, qui étaient boulanger, chauffeur de bus, instituteur, ils ne faisaient pas tous suer le nous, quoi. Et l'histoire arrive, et c'est comme une rafle, quand on ne vous laisse pas le choix, il faut choisir. Il faut l'Exode, voilà. Il y a le drame de l'Exode, et il y en a qui ne se sont jamais remis. Ah ben absolument, hein, je veux dire, Ménard, il en est toujours là. Ben oui. Et finalement, quand je voyais les ouvriers dans ces usines à qui on piquait leur job et tout, c'était pareil. Ils n'avaient pas le choix, il y a un moment, et ça arrivait à des violences extrêmes aussi. Il y avait alors dans les réunions, on voyait des engueulades phénoménales, mais aussi des séquestrations de patrons, des trucs comme ça, des mecs qui voulaient faire sauter leurs usines avec des bouteilles de gaz. Et c'était aussi ce parallèle-là entre la grande histoire politique et militaire et la grande histoire économique, où on voit des braves types comme vous et moi, et qui du jour au lendemain peuvent devenir des tueurs ou en tout cas prendre des positions extrêmes parce qu'ils sont dans des situations extrêmes. Oui, alors bon, moi j'ai beaucoup aimé le livre aussi. Et en particulier ces personnages très pour leur complexité et puis la grande humanité. Voilà. Alors je voulais vous poser une question sur les personnages, en particulier sur Rita, cette inspectrice du travail, qui est décrite dans un très beau portrait, comme l'a dit Jean-Bernard. Voilà. Et je voulais vous demander pourquoi le choix d'une inspectrice du travail comme personnage principal ou un des personnages principaux, et puis comment vous avez construit ce personnage. Alors je me suis interrogé comment écrire un roman noir sans reprendre les stéréotypes absolument. Finalement, vous savez, il y a comment il s'appelle ce film avec Cary Grant de Hitchcock, La mort aux trousses. Hitchcock, dans cette fameuse scène où il est poursuivi par l'avion, il a pris tous les stéréotypes du film noir et il les a inversés. Il s'est dit, ça se passe la nuit en ville, je vais le mettre dans un champ de jour. La menace arrive par surprise, là ce sera un avion qu'on voit venir d'1 kilomètre. Et il a inversé tous les stéréotypes pour renouveler le... J'ai fait... Charlie. Oui, mais il a l'intelligence quand même de mettre de temps en temps des éléments que le spectateur connaît comme faisant partie du roman noir. Par exemple, la bagnole, il dit, bon, dans un roman noir, il y a toujours une limousine noire qui glisse le long du trottoir, mouillé de nuit. Bon. Et là, le spectateur, il attend, s'il y a une bagnole, ce sera une limousine noire. Pour que le spectateur puisse se dire, ah bah ouais, d'accord, bon, ça polar et tout. Et puis, la limousine noire, elle passe, elle s'arrête pas. Donc, il y a tout un jeu comme ça entre, comme il a dit, aller en contraire à ce qu'on peut attendre
de ce genre de scène et en même temps satisfaire quand même le spectateur parce que sinon on le paume. Donc cette scène est très, bon, elle est très connue, elle est très intéressante à cause de ça parce qu'à tout moment il y a le contrepoint. C'est un peu comme c'est pas un peu comme du bac. Enfin, bon, je vais essayer de... Comment voir l'air intelligent derrière ça, voilà. Donc ouais, Rita, c'est ma réinterprétation du détective Hard-Boiled en fait. C'est-à-dire que c'est Philippe Marlowe féminin quelque part. C'est pas un détective, c'est une inspectrice, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Et elle a ce côté aussi un peu revenu de tout et en même temps où elle lâche pas l'affaire, quoi. Et d'ailleurs, c'est dit dans son nom, hein, Sainte Rita, c'est la sainte patronne des causes désespérées. Et la sainte patronne des prostituées. Alors, comment ça s'est construit, je sais pas. Il y a un moment, ça pousse un peu dans ma tête. Je ne choisis pas vraiment, en fait. En tout cas, je ne fais pas des fiches en me disant elle va faire ci, elle va faire ça, machin. Ça se construit au fur et à mesure de l'écriture. Et après, il y a des trucs que je gomme, des trucs que je garde, quoi. Mais c'est pas un grand projet après que j'aurais plus qu'à déplier. Ça se fait au fil de l'eau pendant l'écriture du bouquin. Ouais. Combien de temps a duré l'écriture? C'était en fait à l'époque j'avais un job, je travaillais 3 semaines et par mois et je me réservais 1 semaine pour l'écrire et ça m'a pris 4 ans et demi. Oui, ça vous paraît long, à moi aussi ça m'a paru long. Au bout de 2 ans et demi j'avais un premier jet en fait et donc bon, j'avais mes 300 pages, mon histoire qui était allée au bout, je l'imprime, je pars en vacances avec ma compagne du moment, en Bretagne d'ailleurs. Et puis je commence à lire le truc et là, oh putain, c'était à chier. Donc premier réflexe, je ruine les vacances par ma mauvaise humeur. Et puis, là vraiment, je me suis dit à quoi bon faire ça, quoi. C'est quand même beaucoup de temps brûlé, du temps pendant lequel on ne gagne pas de l'argent en ayant un job, pendant lequel on ne sort pas avec ses potes le week-end, voilà. Laisse tomber, quoi. C'est bon. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire Pete Dexter, pendant ces mêmes vacances. Je pense qu'il y a un lien parce que j'étais assez fasciné par la sobriété et la force de ces constructions narratives, en fait. C'est vraiment des bouquins en béton armé, ça tient debout, quoi. C'est inébranlable comme récit. Et je me suis dit, t'as quand même une base, si tu essayais de le reconstruire et d'en faire comme ça une espèce de pont à haubans indestructible, quoi. Et ça m'a repris 2 ans derrière où j'ai tout refait de fond en comble, c'est-à-dire lisser le style, parce qu'entre le moment où j'avais commencé et le moment où j'avais fini, il avait changé, et puis faire un truc qui tienne la route, en dépit d'une architecture qui est quand même un peu compliquée et qui perd certaines personnes en route, je le sais. Et, donc voilà, ça m'a pris 4 ans et demi. Et puis ces 2 adolescents qui se retrouvent à la fin dans cette misère sociale et qui vont peut-être eux se sortir de toute cette fange là, parce que c'est vraiment c'est dur, hein, c'est très en fait les personnages d'ados, ceux à quoi ils servent, enfin tous ces personnages ils sont un peu arrivés, j'ai pas décidé tout le temps, quoi, en fait. Notamment les personnages de Martel et Bruce qui étaient très secondaires et qui ont pris une importance croissante à mesure que j'écrivais, si bien que j'ai dû refaire des chapitres au début pour rééquilibrer le truc. Oui. Mais pour parler des adolescents, souvent on me dit que le roman est glauque, qu'il est très très noir, qu'il est désespéré. Moi il me semble pas du tout, parce que même s'il n'y a pas de perspective sociale, si ces gens ont plus une thune et qu'il n'y a plus de taf et tout ça, il me semble quand même qu'il y a un truc qui continue à courir tout le temps dans le roman, c'est le désir, c'est le vouloir vivre, l'envie d'en être, de croquer, d'avoir sa part du gâteau, quoi. Et alors peut-être que ces gens-là arriveront pas à payer leur retraite, qui n'auront pas de retraite, du coup, peut-être que socialement tout fout le camp, mais l'envie de se voir, de boire des coups, de manger, de baiser,
de vivre tout connement, quoi. L'influx nerveux, la puissance de vie, elle demeure intacte, quoi. J'ai voulu savoir s'il y aurait une suite, parce qu'en fait, on est resté un peu sur sa fin, qu'est devenue la pauvre fille qui s'est échappée toute nue dans la pampa. Juste ce que je voulais rajouter, c'est que moi j'ai adoré votre livre, et je vous ai découvert en même temps que Pierre Lemaitre, pas plus dire, et j'ai trouvé la même précision dans la description de la psychologie des personnages, avec une petite pointe d'humour. Et ça, c'est vraiment plaisant. Dans le roman noir, il y a des veines plus ou moins noires et plus ou moins marrantes. Moi, c'est plutôt la moins marrante. Moi, je crois pas trop à la possibilité du bonheur, mais je crois qu'il y a carrément moyen de passer du bon temps et d'avoir de la joie. Donc voilà, je peux pas dire plus. C'est assez noir et en même temps, il y a toujours la possibilité de passer du bon temps, quoi. Voilà. Et alors, il y aurait une suite ou pas Alors non, pas tel que, c'est-à-dire que ça se termine sur des points de suspension et c'est volontaire. Il y a des gens que ça rend fou et qui deviennent presque agressifs. Enfin, il y a des gens qui me le reprochaient en me disant quand même, fermez pas les portes et tout ça. Je sais pas si vous connaissez la série Les Sopranos. Oui. Alors moi, Les Sopranos, ça m'a beaucoup plus influencé que Marcel Proust dans mon travail. Et ça se termine sur un écran noir, la série, et refuse de conclure. Et c'est bien parce que si Tony Soprano, qui est une véritable pourriture, meurt, ça veut dire qu'il paye pour ses crimes. S'il s'en sort, ça veut dire que les crimes restent impunis. Donc en concluant, il mettrait un cran d'arrêt aux significations de sa série. En restant sur des points de suspension, ça fait comme la vie, on ne sait pas. Il faut faire avec le foisonnement du truc et voilà, quoi. La vie n'est pas morale, elle est, c'est tout. Ça se finit sur des points de suspension. Donc il n'y aura pas une suite, mais les personnages d'ado, c'est quand même le sillon que je vais creuser dans la suite. Voilà. Le personnage de Martel, dans la scène de l'usine, il est perpétuellement au téléphone. Donc on imagine qu'il est au téléphone avec les proxénètes. Ouais, les belles d'arrêt. Donc il y a deux possibilités. Soit il s'en va tout seul, parce que l'usine il s'en fout là. Soit il continue le trafic. Il participe quand même joyeusement au proxénétisme ambiant. Oui, lui aussi, c'est... Oui. J'avais lu un bouquin de Jean-Louis Letras, qui était un grand spécialiste du cinéma et notamment du western, qui a écrit tout un bouquin sur un film qui s'appelle La prisonnière du désert. Le film de John Ford est tout entier construit sur l'idée de failles, de cicatrices et de clivage. En fait, on se rend compte que la ligne de partage entre le bien et le mal, elle traverse les personnages, qu'elle passe pas entre eux. Et Martel, il est exactement comme ça, il est traversé entièrement par une ligne morale, et selon les moments, c'est une véritable pourriture ou un vrai brave type, quoi. Un peu comme nous. Eh bien, quand il y a deux fins possibles, de ne pas les dire. Parce que moi, j'ai fait l'expérience, dans un de mes textes, de mettre les deux fins mais écrites, et je me suis fait insulter pendant 5 ans. Donc il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux émettre l'idée que ça peut être d'un côté ou de l'autre, mais surtout pas le spécifier. Parce que là les lecteurs, ils ont l'impression d'être pris pour des foires, quoi. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur l'écriture, sur quelque chose qui, de mon point de vue, est très réussi. Il y a une partie qui est... Enfin, il y a deux éléments qui sont liés, évidemment. Il y a l'usine, et puis il y a tout ce monde trouble du proxénétisme, de la prostitution. Et je trouve que du point de vue de l'écriture, vous avez parlé tout à l'heure de climat, et je pense qu'effectivement il y a un climat. Moi j'ai pensé tout le temps que votre ambition, à la place du mot climat, j'ai pensé tout le temps que vous aviez l'ambition d'écrire un récit poétique. Et que je pense que toute cette partie qui concerne ce milieu trouble est du point de vue de l'écriture une réussite pour moi parfaite, dans la mesure où vous traitez d'une façon trouble ce qui est trouble. Autrement dit, il y a une relation parfaite entre le fond et la forme, et je pense que oui, c'est vraiment très réussi. Et climat au sens aussi de météorologie, parce que c'est l'hiver, il y a la neige,
Et Victoria, pour moi, est traitée elle aussi comme une ombre. Et quand elle part toute seule, seul reste dans la neige les traces d'une espèce de proie que les prédateurs essayent de chasser perpétuellement. Et je trouve que, autant sur l'usine, je suis beaucoup plus critique, autant sur cette partie-là, je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà. Je vous remercie. En même temps, vous me donnez envie de savoir quels sont les problèmes avec l'usine. Non, mon problème, il est... J'ai pas envie de plomber. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, j'ai pas envie de plomber. Le titre du livre, bon, on fait référence à La Fontaine. Bon. Et La Fontaine n'emploie pas le mot fléau, mais c'est un fléau. Comme dans votre livre, la crise économique est un fléau. Et j'ai pensé, à propos du personnage de Rita, j'ai pensé à Camus. Elle persévère, c'est le docteur Rieu de Camus qui passe son temps à recommencer. La différence, je trouve, c'est que le personnage de Rieu n'est pas seul. Et Rita, elle est seule, et elle est condamnée, c'est ça qui est terrible, je trouve, dans votre livre, c'est qu'elle est condamnée à employer les mêmes moyens que les salopards d'en face emploient contre elle. C'est-à-dire qu'elle est condamnée à être une sauvage. Bon, ce qui manque un petit peu à la fin de votre livre peut-être, c'est la dimension culture. Ouais. Mais encore, c'est comme tout à l'heure quand on parlait du bonheur. Là, en fait, on se rend compte qu'à un moment, on parle plus du livre ou de littérature, mais qu'on parle de position par rapport à la vie. Et que ce que vous déplorez de ne pas voir, c'est parce que moi, peut-être dans ma manière d'aborder la vie, en fait, ça n'y est pas, quoi. Je peux pas dire grand-chose de plus. Effectivement, moi, je pense que rien n'est pur, et que dans un monde de sauvages, tout le monde est obligé d'employer des moyens barbares. Est-ce que vous pourriez nous parler du choix de votre titre, Aux animaux de la guerre? Quand j'écrivais le bouquin, j'ai relu une fable de La Fontaine qui est les animaux malades de la peste. Je bossais sur la crise de 2008 et Subprime, c'est tout ce qui était passé à ce moment-là. Et je trouvais que cette fable était vraiment, ça était un canevas de lecture presque parfait pour ces événements. Vous savez, c'est dans cette fable où il dit tous n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés. Et c'est vraiment ce qui s'était passé là. Alors on n'était pas frappé de la même manière selon qu'on était dans une usine avec Main Beaumont ou dans une tour à Wall Street, mais tout le monde était frappé. Et les conséquences n'étaient pas les mêmes selon qu'on soit puissant ou misérable. Il y avait ça aussi. Et puis ça se termine par haro sur le baudet, c'est-à-dire qu'à la fin on trouve quand même des boucs émissaires. Et il me semble aussi que c'est ce qui se passe dans les situations de crise et ce qui s'est passé cette fois-là, quoi. Les banques, elles étaient too big to crash, et en revanche, on a trouvé les mécanismes. Donc j'ai été émerveillée par la connaissance que vous aviez des temps de la conjugaison et la manière dont vous les utilisez. C'est une perfection, quoi, pour les temps de la rapidité, les temps de la lenteur, les temps du silence. J'ai trouvé ça très, très bon, puis pour aller vite. J'ai été également surprise par la précision, on en a parlé tout à l'heure, mais dans les descriptions de lieux, de gestes, de mouvements, je trouve que vous êtes extrêmement précis. Et vraiment, moi, comment dirais-je, la lutte à la fin entre Bruce et Rita, c'est ça que je dis, j'ai l'impression vraiment de voir les choses. J'ai été également surprise par la variété de vos sensations, l'utilisation que vous faites de la couleur. Vous dites, pour montrer le caractère de la lutte et l'état dans lequel est Bruce à la fin de la bagarre, vous parlez de la blancheur de l'os. C'est très très fort. J'ai bien aimé aussi la manière de ponctuer de manière très nette, c'est assez reposant quand on lit. Mais je voulais vous poser une petite question parce que je ne sais pas si vous le faites exprès ou si
comment dirais-je, ça me vient comme ça, le rapport entre les phrases et les personnages. Alors, vous avez une phrase sur Rita, après vous en avez une sur Bruce, et on passe de Rita à Bruce, mais sans transition. Donc je me demandais si c'était voulu ou si c'était... Parce qu'on est obligé à un certain moment de se dire, ah oui, mais c'est qui quoi. Justement, ça vient en complément de la question. Je pense que ce qui est préjudiciable à ce roman, c'est l'absence du point virgule. Ah oui, ça serait une bonne chose. Oui. Je suis presque sûr qu'il y en a là. On ne sait jamais à quoi il sert, c'est pauvre, on sait pas bien mieux. Donc, on découvre. En fait, tout ce que vous venez de dire, là, la manière dont vous décortiquez les phrases et tout, moi je n'ai pas ces intentions-là en écrivant en fait. Moi c'est une question de flow en fait, de musique. C'est de rythme, je cherche à être fluide, efficace, percutant et ça se fait un peu en dépit de moi quoi. Je réfléchis pas de cette manière-là à ces aspects-là quoi. En fait ouais, ça se passe pas comme ça dans ma tête en fait. Donc ça m'est difficile de vous répondre. La chose qui est absolument sûre, c'est que le style est tout sauf indifférent. Mais je le déconstruis pas comme ça. Ça vient d'ailleurs. Après, c'est vraiment du travail. Hein. Le premier jet, il n'est pas du tout comme ça. Hein. Il y a des centaines de relectures, mais je ne me dis pas là je vais faire comme ci, là comme ça. Oui, j'ai eu de bons instituteurs. Merci à Nicolas, merci à Jean-Bernard. Et je pense qu'il c'est bon d'inventer un prix du point virgule, qui est une ponctuation qui est menacée. Je voudrais remercier quand même tous les gens qui sont là parce qu'il y a, je trouve, une qualité, il y a eu une qualité, je ne sais pas si vous êtes d'accord, une qualité des remarques et des questions qui est vraiment formidable. Il y a des gens qui savent lire ici. Eh ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vais quand même donner une petite précision. Il n'y a pas que des lecteurs de Pamar, il y a des lecteurs des 8 communes du pays Bigoudin Sud. Oui, mais Pamar, c'est la Bretagne. Des lecteurs des bibliothèques, donc il y a des lecteurs de Guilvinec, de Tréchagat, de Plobanalec, de Loctudy, de Pont-l'Abbé, de Combry de Sainte-Marine et de Pamar. J'ai oublié personne, Jean-Pierre. Jean-Pierre a animé, s'est occupé du prix du volant masqué, donc cette année compris 2015, et voilà, maintenant il va partir en vacances, mais je vais pas le laisser tranquille de toute façon. Je veux remercier tous les jurés qui ont été effectivement assidus, qui ont vraiment pris du temps, qui ont fait ça sérieusement, qui ont pris du plaisir, je crois. Je crois qu'on a eu du plaisir à être ensemble. Et j'espère que ça s'est ressenti là dans leur intervention, qu'il y avait un petit quelque chose qui était sympathique sur Pamar. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup.